Chers amis, le monde a changé. Je sais pas si vous vous en rendez compte, certainement vous en rendez compte, ça fait un an, plus d'un an les amis, qu'on est dans cette pandémie qui bouscule nos modes de vie, qui a tout impacté dans notre vie quotidienne. Alors je veux pas remuer le couteau dans la plaie évidemment, mais ça vaut quand même la peine de temps en temps de faire une pause pour réaliser tout l'impact qu'a eu la Covid-19 sur nos modes de vie. C'est crise par-dessus crise, donc par-dessus la crise économique, il y a aussi la crise psychologique qui est engendrée par tout ça. La détresse psychologique aussi a des conséquences extrêmement graves sur nous. Oui, mais c'est pas juste à l'échelle collective. Je regarde juste à ma propre échelle. Et c'est peut-être le cas pour vous aussi, JC et Christelle, et pour vous, chers auditeurs qui nous écoutez. Moi, ça fait un an que je me rends compte que j'ai vraiment des moments dans le creux de la vague, et parfois un creux bien profond. J'ai l'impression vraiment de souffrir en fait d'anxiété face à cette situation sanitaire. Et ça me fait me dire, si c'est le cas pour moi, c'est sûrement pas que pour moi. Et ça fait quand même de la santé mentale un enjeu vraiment particulier dans notre société aujourd'hui. Et tu as raison Léa, et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans notre épisode de Sagesse et Morito, on a décidé d'inviter une professionnelle de l'aide et du soin qui va nous parler d'écoute. Il s'agit de Germaine Pommier de Suisse, qui habite en France actuellement. Elle va nous parler de l'importance de l'écoute dans la guérison et aussi de comment faire face au deuil. Alors tout de suite, on écoute Léa depuis Paris et Jean-Christophe depuis Montréal qui s'entretiennent avec Germaine Pommier. En vérité, je vous le dis. Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito. C'est Jean-Christophe et Léa à l'antenne aujourd'hui et nous avons la joie d'accueillir notre invitée du jour, Germaine Pommier. On va parler de santé mentale et aussi de trucs pratiques face aux grosses difficultés de la vie. Germaine, bonjour. Bonjour. Tu es infirmière depuis 39 ans et tu es également conseillère conjugale et familiale. Alors tu pourras nous expliquer un petit peu plus ce que ça veut dire, mais on est vraiment content de t'avoir aujourd'hui avec nous parce que dans cette période de trouble, faut le dire, où on entend parler depuis un an de pandémie mondiale, de confinement, déconfinement, reconfinement et tout ce que ça implique comme facteur anxiogène, Germaine, forte de ton expérience dans le soin et l'accompagnement, tu as sûrement de nombreuses pistes pour moi, pour Jean-Christophe et pour tous nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais du coup te présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Germaine. Je suis maman de 2 enfants qui sont grands et de 3 petits-enfants, grand-maman de 3 petits-enfants. Je parle avec un accent parce que j'ai gardé mon accent suisse alors que je suis en France depuis à peu près une 30aine d'années. Je suis venue pour faire une petite école biblique, j'ai rencontré mon mari, puis voilà, donc je suis restée en France. Ça veut dire on représente bien la francophonie entre le Québec, la Suisse et la France. Exactement. Maintenant, par rapport à l'expérience et le sujet, je vais parler du point de vue du côté français. J'ai quelques nouvelles de la Suisse par rapport à ma famille, parce que je suis la seule en France, mais je vais surtout parler du côté français quand même. Après, du point de vue purement professionnel, je suis infirmière, que j'ai fait mes études en Suisse. Après, je suis venue en France, j'ai pratiqué, j'allais dire, mon travail d'infirmière à travers une maison d'accueil qu'on a eue pendant 7 ans avec mon mari au-dessus de Dijon. Et puis après, quand on est venu sur Lyon, pour la première fois, j'ai travaillé vraiment dans des cliniques françaises. En tant que Suisse, on n'est pas très positif avec les cliniques françaises. Donc c'était tout un travail aussi dans ma tête. Comme mon mari faisait des tournées le week-end sur le pardon, sur le temps qu'on peut prendre avec Dieu et tout ça, je m'étais dit que ce serait bien que je fasse une formation d'écoute et c'est pour ça que j'ai fait ma formation de conseillère conjugale et familiale. C'était dans cet objectif-là, de pouvoir répondre quand il y avait des temps de discussion avec les gens, voilà, dans les séminaires et tout ça. Et donc ça, je l'ai fait seulement à 45 ans. Et puis ça fait à peu près 15 ans que j'exerce. J'ai exercé en cabinet, après j'ai fermé mon cabinet, je suis bénévole dans une association, mais c'est comme mon cabinet. Et puis j'ai travaillé jusqu'il y a à peu près 6 mois aussi dans une première clinique, et puis maintenant dans la clinique où je suis actuellement, en tant que conseillère conjugale, où je faisais ce qu'on appelle des consultations pré-interruption volontaire de grossesse et post.
dans les Donc, centres d'orthogénie. tu as vraiment un parcours pluriel dans les soins. Je voudrais juste revenir sur ce que tu disais. Tu parlais d'un centre d'accueil que tu avais eu avec ton mari. Qu'est-ce que ça implique? C'était quoi exactement comme structure? Alors, mon mari était évangéliste de rue, et puis il avait eu des expériences difficiles où des gens avaient fait une découverte de Dieu, mais venaient de milieux un peu marginal, et il trouvait que c'était compliqué pour qu'ils puissent. Des fois, ils avaient besoin d'avoir un lieu de recul pour s'enraciner, et donc il avait juste, pardon, ça Oui. veut dire quoi pour nos éditeurs qui peut-être savent pas trop? Ça veut dire quoi, évangéliste? Alors, évangéliste, ça voulait dire qu'on était une petite équipe on était une dizaine à faire du théâtre de rue, à faire voilà. Et puis dans ce théâtre, dans ce qu'on parlait, on parlait de ce qu'était dans la Bible Jésus, ce qu'il avait fait sur cette terre. Et puis donc il y avait des gens qui étaient intéressés par ça, qui venaient de milieux un peu difficiles et qui avaient envie de changer de comportement, de recevoir ce Jésus dans leur cœur. Donc c'est ça, être évangéliste, c'est parler de Jésus de façon directe, on va dire comme ça. C'est comme ça que moi je le transmets. Et donc on a toujours eu envie d'avoir cette maison pour accueillir ce genre de personnes. Et pendant 7 ans, on a accueilli des hommes, des femmes, des couples en difficulté. Alors c'était de la polytoxicomanie, c'était de l'alcoolisme, c'était de la psychiatrie, voilà. Mais c'était des gens qui, de leur plein gré, nous faisaient un petit courrier. Des fois, on leur disait une petite phrase. L'essentiel, c'est que ça vienne de vous, du pourquoi vous voulez venir. Et ils s'engageaient pour 6 mois au minimum. Des fois, ils restaient 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Et donc, moi, j'ai travaillé en tant qu'infirmière et co-directrice. Je faisais le lien avec le médecin généraliste du secteur, avec les psychiatres, avec voilà. Et donc, vous avez fait ça pendant combien de temps? 7 ans. 7 ans. Ouais. Vous avez commencé votre travail de conseillère conjugale il y a Après, donc une quinzaine d'années à peu près, c'est ça? Oui, donc c'était après ça. Okay. Est-ce que vous avez vu des changements dans la nature, des problèmes que les gens vivent, des problématiques que les gens vivent entre le commencement où vous avez fait ça? Puisque j'imagine que vous êtes un peu comme un baromètre de l'âme de nos sociétés, non? Alors, maintenant, en tant que conseillère conjugale et familiale, j'accueille toute personne en difficulté qui est d'accord de prendre des rendez-vous, même si on a un nom d'une association qui pourrait croire qu'on a une écoute seulement chrétienne, ce qui n'est pas le cas. Mais avant, dans la maison d'accueil, on avait peu de monde, mais c'est vrai qu'ils vivaient. Donc, c'était vraiment un accueil global, j'allais dire. Alors que là, en tant que conseillère conjugale, je fais que de l'écoute. Et c'est vrai que je trouve que la problématique est toujours la même pour les adultes, pour les couples, et ça a augmenté. C'est-à-dire, le confinement, j'allais dire, et déconfinement et reconfinement, ça a augmenté les tensions pour là où il y avait déjà des tensions. Je pense à un couple où, juste avant le confinement, je ne savais pas qu'il allait y avoir un confinement. Je me suis dit, je ne sais pas s'ils vont revenir dans 15 jours, tellement c'était tendu. Et il y a eu le confinement 1 semaine après, donc j'ai jamais eu de la suite. Et pendant tout le confinement, je leur avais proposé de les voir par Skype ou d'une manière virtuelle, et ils n'ont pas voulu. Et donc, c'était 2 mois et demi, ce confinement, le premier. Je me suis dit, comment ils vont, quoi. Et ça me faisait... Ouais, j'étais pas tranquille dans la manière dont on s'était séparés la dernière fois, dans la tension entre eux. Je me disais que ça risquait d'être, alors pas de la violence physique, mais verbale, qui allait continuer en tous les cas. Ça, c'était le minimum. Et ils m'ont pris rendez-vous 15 jours après le déconfinement. Et je rigole parce que j'étais tellement surprise. J'étais déjà assise dans mon fauteuil, et de mon fauteuil de mon cabinet, je vois la rue. J'ai les yeux à travers la fenêtre, et je vois la rue. Et je les vois arriver main dans la main. Je me dis, waouh. Bon, autant les gens parlent toujours de négatif, du temps de confinement très négatif. Et quand ils sont venus, ils m'ont expliqué, et ils m'ont dit ce qu'on a vécu dans les 2 premières consultations, qui étaient les seule consultation qu'on avait eue. Il y a une vérité qui est enfin sortie, qui était très dure. Le monsieur, il m'a traité d'éléphant dans un magasin de porcelaine, parce que je suis allée, et puis j'ai insisté jusqu'à ce qu'il réponde à une question de madame. Et ils m'ont dit, si ça n'avait pas été débloqué, on serait pas comme ça 2 mois et demi après.
Et ils n'auraient pas réussi le confinement de cette manière-là, quoi. Non, parce que comme il y a eu des vérités qui se sont remises à jour, juste avant que le confinement arrive, ils ont pu prendre le temps de parler. Alors que si ça n'avait pas été, ça aurait été simplement une tension qui était là et puis qui aurait augmenté, et je ne sais pas comment je les aurais retrouvés. Donc voilà, ce que je veux dire, le confinement, ça réveille, mais ça révèle surtout la réalité du lien conjugal ou du lien familial. Dans ton travail d'accompagnement en relation d'aide, tu as donc fait face à énormément de problématiques des êtres humains. Tu parlais de polytoxicomanie, de différents troubles peut-être du comportement et aussi de difficultés familiales, psychologiques. Comment est-ce que tu fais face à tout ça, toi, en tant qu'accompagnante, en tant que soignante? C'est pas un peu dur des fois d'être face aux brisures qu'on peut expérimenter en tant qu'humanité? Eh ben, on voit que l'humanité n'est pas si belle que ça quand on veut pas faire attention à soi et aux autres. J'en parlais encore ce matin avec 2 collègues qui sont venus m'offrir mon petit déjeuner. Ils m'attendaient avec le petit déj, c'était gentil. C'était 2 anciennes collègues et une m'a avoué un cancer chez son fils. Et elle travaille en oncologie, donc voilà, avec les cancéreux. Et avant, elle était en maternité. Elle m'a dit, on m'a changé de maternité en oncologie et en une semaine, j'ai vu à cause du Covid, je ne sais pas combien de morts qui passaient comme ça. Alors qu'avant, j'étais dans la vie, j'étais dans l'accueil du bébé et tout ça. Et elle m'a dit, mais ça a été un traumatisme. Pour moi, par rapport à tous ces changements, alors je vais toucher une partie de ma vie qui est la base de ma vie, qui est ce que la Bible dit. Je fais une dissociation entre l'être humain, qui il est intrinsèquement, et ce qu'il fait. L'être humain, moi, je l'aime. Et il peut faire malheureusement des horreurs, mais je l'aime. Par contre, les horreurs qu'il fait, non. J'accueille pas ça avec joie et tout ça. Et j'essaie de remettre ça en place et d'essayer de le faire travailler, la faire travailler sur pourquoi elle se retrouve dans cette aigreur, peut-être, cette colère, ce dégoût de la vie, ce mal-être personnel, parce qu'il vient pas tout seul, quoi. Pour moi, c'est ça qui fait que j'arrive à supporter toutes ces grosses difficultés de la vie, quoi. Par exemple, je suis en maternité et l'autre jour, on a eu ce qu'on appelle un code rouge. Le code rouge, ça veut dire que le bébé est en train de mourir, donc il faut le sortir rapidement. Disons, un trouble du rythme grave, il faut le sortir rapidement. Et c'est vrai que ce petit bout de chou, quand il est sorti, on aurait dit une patte, quoi. Il n'avait pas une belle couleur. Et bien sûr, il n'a pas crié. Donc la maman qui est consciente, elle disait, il n'a pas crié. Alors le médecin, il essayait de faire comprendre que avec les césariennes, des fois, il crie pas tout de suite. On essaye d'enjoliver. Mais je veux dire, quand on est dans un milieu où on amène la vie et qu'il n'y a pas obligatoirement la vie comme on voudrait, alors il s'est bien remis après, hein, mais voilà, c'est ce qui est beau dans le départ d'une vie, c'est que ça va très vite d'un côté comme de l'autre. C'est ça que je trouve magnifique, c'est la vie, elle est belle, mais elle peut très vite être catastrophique. Il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est ce qu'on a appris, je pense, beaucoup de gens à travers la COVID, c'est qu'on a comme nos vies organisées autour de nos routines, autour de différents rythmes, différents systèmes, puis pour certains, juste changer une des données ou d'être enfermé avec sa famille, puis ça révèle plein de choses desquelles on n'était pas au courant auparavant. Il y a beaucoup de mécanismes dans notre construction psychique. Et un des mécanismes, c'est la fuite, mais on s'en rend même pas compte que le travail peut être un de ces mécanismes de fuite. Vous connaissez tous les deux, vous connaissez ce dicton qui dit on est d'accord de donner notre chemise, mais on n'est pas d'accord qu'on nous pique notre bouton de chemise. Ah, moi je le connaissais pas. Non, Ce qui veut dire que par exemple, si c'est moi qui fais le choix de me confiner, de m'arrêter, pas de souci. Mais quand on m'impose, quand on me vole ma liberté, c'est comme ça qu'on peut voir le fait qu'on nous impose, on nous vole notre liberté de pouvoir faire ce qu'on a envie. C'est là, le conflit vient déjà là, parce qu'on n'a pas le choix. Et jusqu'à aujourd'hui, on est 2 générations où on n'a pas dû subir beaucoup de choses de difficiles. Hein. Faut dire, il y a eu la guerre de 39-45. Moi, j'ai encore eu une maman qui a vécu cette guerre
parce elle était allemande, donc elle a perdu tout ce qu'elle a connu gamine parce qu'elle a dû partir pour se retrouver en Allemagne de l'Ouest, qui est devenue l'Allemagne de l'Ouest, parce que là où elle vivait, c'est la Pologne maintenant. Mais à part ces souvenirs de ma maman, moi, j'ai rien vécu. Mon père était en Suisse, il a rien vécu non plus. Et puis la génération de mes enfants, je veux dire, voilà, ils sont devenus un peu les enfants rois. On prend pour acquis la prospérité dans laquelle on vit. On prend pour acquis la vie qu'on a. Oui, le confort est un bon moyen de fuir aussi. C'est une fuite. C'est pas une fuite. Moi, j'allais dire, c'est pire. Moi, je dirais, c'est une annihilation. Ça nous rend, ça nous annihilie carrément. Ça nous trompe. Dans quel sens ça nous trompe? Ça nous fait croire qu'on a ce qu'on veut et que toute la vie est belle. Ça cache des besoins plus profonds. Et ça cache. Alors moi, je peux vous le dire avec l'expérience, parce que ce soit en tant qu'infirmière de bloc opératoire césarienne, ou que ce soit en tant que conseillère conjugale pour les pré-interruptions de grossesse ou en consultation de couple, moi j'ai vu des personnes qui ont malheureusement perdu, par exemple, un bébé à 8 mois de grossesse et qui sont venus me consulter après. Et ils avaient décidé d'avoir 3 enfants. Et malheureusement, le 3e, il est décédé à 8 mois de grossesse. Donc, après tout un temps, je me rappelle de la maman qui me dit, mais franchement, Madame Baumy, mais je suis folle. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, mais j'arrive pas à me... Je reste bloquée avec ces 3 enfants et j'arrive plus à dormir parce que je me dis, ben, j'aurai jamais ces 3 enfants autour de moi. Parce que je les ai eus, les 3 enfants. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a tellement, sous ce confort, sous cette croyance qu'on peut tout planifier, qu'on peut tout avoir ce qu'on avait organisé, projeté, on s'enferme. Et cette femme, après, je sais plus combien de consultes, c'était le couple que j'avais, mais elle a dit à un moment donné, je lui dis, mais vous pouvez avoir 4 enfants, et puis peut-être en avoir 3 vivants autour de vous. Mais sur votre carnet, sur votre livret de famille, il y aura eu 4 enfants. Vos enfants sauront qu'ils ont eu ou un grand frère ou un petit frère. Elle, c'est un garçon, je crois. Puis voilà. Mais il a fallu, je sais pas combien de consultes pour qu'elle réalise ça. Et justement, j'imagine que nos auditeurs qui nous écoutent, quoi que ce soit qu'ils ont pu traverser dans leur vie, on fait tous l'expérience de la maladie, du deuil, d'être proche de la mort, avec tout ce que ça implique de peur et de rejet. Qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs pour faire face à ces grosses difficultés, mais de la manière la plus saine possible? Comment est-ce qu'avec ton œil de soignante et d'accompagnante, tu nous conseillerais de faire face à la mort ou au risque de mort ou au deuil? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je pense qu'il ne faut pas la nier, cette mort. Et c'est ça qui est... Avant, on niait la mort. On oubliait. Les enfants n'allaient plus à l'enterrement parce que c'était dramatique. Pour ces pauvres enfants, il ne faut pas voir la mort. On leur disait même pas. Moi, le couple dont je vous parle, la psychologue leur avait dit, non, mais ne dites pas à votre... Elle avait une sœur aînée, voilà. Ne dites pas à votre enfant, mais ils avaient incinéré. Il y avait une stèle dans un cimetière. Ils cachaient ça. Et donc ils s'arrangeaient, je sais plus comment. Moi, ce que je dis, c'est que quand on est heureux et puis on annonce quelque chose de joyeux, on rigole ensemble et on est joyeux ensemble, en famille ou avec les personnes qui sont concernées. Eh ben, c'est la même chose avec la mort. On annonce, on pleure ensemble. Et puis on se prend dans les bras, plus trop, ben non, on peut plus trop, mais voilà, mais on pleure ensemble. Et c'est pas grave, on a le droit parce que de toute façon les enfants ils le sentent et puis voilà. L'année dernière a mis beaucoup plus de monde devant cette réalité de la mort. Et donc ils n'ont plus pu cacher cette dimension de mort. Surtout que tous les jours on nous disait tant de morts. On pouvait pas l'oublier. Même si on voulait, on ne pouvait pas, non, c'est ça. On pouvait pas l'oublier. Et donc, je pense que c'est ça, la pire des choses qui a été à vivre, cette réalité. Et donc, moi, j'ai toujours dit aux gens, vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit de pleurer sur la mort, mais faites-le en famille, quoi. C'est pas grave, c'est même bien. Comme ça, tout le monde sait qu'on pleure, qui on pleure, pourquoi on pleure.
Puis faisons-le en famille, faisons pas les superwoman ou superman ou je sais pas quoi, mais disons clairement. Et pour les mamans qui ont perdu des enfants in utero, eh ben moi, j'ai même proposé à des papas, si l'enfant était au courant que la maman était enceinte, moi j'ai des mamans on investit tellement les frères et sœurs dans la grossesse future. Tous les soirs, les petits viennent faire un petit bisou sur le ventre de la maman, puis non. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, la maman elle va à l'hôpital, elle revient sans bébé. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'aurais dit, autant de fois elle a fait de bisous, elle a le droit autant de fois de pleurer sur votre ventre, puis de faire un petit bisou, puis de dire au revoir. Et donc, mais en famille. C'est de partager une même réalité ensemble, de partager quelque chose de vrai. J'entends un thème qui revient autour de l'importance de la vérité dans votre travail. Puis vous décriviez votre travail, ça m'a marqué, plutôt comme je fais de l'écoute. Oui. Oui, je suis pas thérapeute, je suis pas psychiatre ni psychologue. Notre travail, c'est à travers l'écoute. Oui, mais je trouve qu'il y a quelque chose de poétique quand même dans ça. Dans le sens, moi j'ai l'impression souvent comme société, autant qu'on est stimulé, on a des médias de toutes sortes, Internet, on a perdu parfois cette capacité d'écouter réellement, d'écouter la personne devant nous. C'est quoi le lien entre cette recherche de vérité-là, puis l'écoute, non pas comme quelque chose de passif, mais l'écoute comme métier d'une certaine façon? Comment vous voyez ce rôle-là de l'écoute? Alors, moi, je pense que l'écoute, c'est la vérité et l'écoute, ça veut dire qu'on permet à l'autre de dire ou de ne pas dire ce qu'il a envie et ce qu'il vit. Ce matin, quand j'étais avec mon amie, une de mes amies qui m'a annoncé la maladie de son fils, elle me dit, moi, j'en parle jamais avec lui. Il vient d'apprendre, il va commencer sa chimio là la semaine prochaine. Je vais le voir, mais on parle pas de la maladie. J'ai juste dit que je savais et c'est tout. Et donc, voilà, la notion de vérité, c'est, pour moi, c'est enlever la possibilité à ce que le lien soit faussé parce qu'on n'ose pas dire les choses. Parce qu'on se cache, parce qu'on a peur de faire mal. Et souvent, alors, les enfants, c'est flagrant, souvent les enfants se sentent responsables de ce qui se passe dans la maison. Et si c'est négatif, ils se sentent responsables des larmes ou du cri, voilà. Et si on met pas des mots dessus, et pour moi, les mots sont créateurs, alors s'ils sont négatifs, ils sont créateurs de négatifs. S'ils sont positifs, quand je dis positif, ça veut dire s'ils sont pour ouvrir à la relation, au lien, eh ben, ils vont être créateurs de quelque chose. Donc, je disais à cette copine, dis-lui juste que tu es disponible. Si toi, tu te sens prête à en parler avec ton fils, dis-lui juste que tu es là et que tu es prête à parler de ce qu'il vit. Et que s'il veut en parler, c'est pas un problème, tu te sens d'en parler. Pour pas que lui essaye de faire des efforts. Vous savez, il y a des gens, avant de mourir, ils parlent jamais avec leurs parents ou leurs grands-parents de là où ils vont aller, quoi. Et de la mort. Et puis alors après c'est une catastrophe parce qu'ils sont là en disant j'ai jamais dit à ma maman au revoir parce que je voulais pas lui faire comprendre qu'elle allait mourir, donc j'ai pas pu lui dire au revoir, je lui ai pas dit tout ce que j'avais envie de lui dire. Et ils vivent avec des culpabilités, des difficultés qu'ils pourront plus lui dire, hein. Bon, après il y a des thérapies pour ça, mais réellement, comme nous on parle, ils pourront plus parler avec leur maman ou leur papa. Et on dit que pour moi, tout ce qui est caché est mauvais. Si je caricature ma pensée, c'est ça. C'est radical quand même comme position. Je suis radicale. Comment vous conseilleriez nos auditeurs qui dans le fond vivent chacun leurs épreuves, comment vous les conseillez pour devenir des gens qui écoutent ou des gens qui sont capables de dire la vérité? C'est quoi les étapes les premiers pas, surtout pour les gens qui vivent dans une certaine forme parfois d'isolement ou d'incapacité à vraiment exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux? S'il y a une tension dans une famille ou dans un couple et qu'ils aimeraient que ça sorte, c'est important qu'ils en parlent entre eux, mais c'est pas sûr qu'ils aient les capacités de supporter ce que ça va créer. Donc, l'idéal, c'est qu'il y ait les amis autour
qui ont un bon conseil, ou eux, s'ils ont une écoute d'amis et pas de thérapeute ou comme ça, donnent le bon lien. Moi, je vois mon fils, il a dû travailler d'arrache-pied une personne pour qu'elle aille voir quelqu'un et qu'elle craque. Et cette personne était allée voir, c'est un couple, ils sont allés voir, mais de lui-même, il serait jamais allé sinon. Mais je pense que s'il n'était pas allé voir quelqu'un, c'est pas encore acquis, hein, mais je pense qu'ils n'en seraient pas où ils en sont maintenant dans le couple. À se dire des vérités, mais rien n'est encore guéri. Ils viennent par exemple me voir ou ils vont voir un autre thérapeute de couple ou un autre thérapeute individuel en parallèle ou comme ça, qui donne des endroits où ils osent dire des choses même plus importantes qu'ils ont peur de dire quand ils sont que les deux. Parce qu'ils savent pas comment ça va réagir. Donc j'allais dire, oui, c'est bien de dire la vérité, mais il faudrait la dire toujours, mais c'est pas suffisant. Si on a une bonne communication dans la famille, ça devrait être dit à mesure. Même si on se dit des vérités, mais qu'on n'en fait rien, ça creuse un puits ou un trou. Donc ça fait rien. Donc c'est important d'être bien accompagné du coup dans ce processus d'apprendre à écouter et de dire la vérité. Oui, moi je pense que ça suffit pas de juste se dire ça. Ou bien alors on le fait tout le temps, mais à un moment donné, des fois on fait des choix qui nous mettent dans la honte. Et donc là, on n'ose plus être dans la vérité. Et même si l'autre continue dans la vérité, il y a la coupure qui se fait. Et donc si là, il n'y a pas un encadrement d'amis qui sont sensibles quand même au changement un petit peu, parce qu'on voit le changement. Moi, je vois le changement des gens comme ça, tout d'un coup, on sent qu'il y a une tension, on sent qu'il se regarde plus la même chose, on sent lui est plus souvent seul. Voilà, moi j'ai un ami là, et je me dis tiens, ça fait quand même plusieurs fois qu'il passe ses nuits à l'hôpital. Ok, il habite loin, mais avant il faisait tout pour rentrer. C'est étonnant. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on peut se poser des questions. Et les amis, le cercle social, il est hyper important. Vraiment. D'autant plus en temps où justement il y a des barrières sociales et des gestes barrières entre les gens. C'est peut-être là où on a encore plus besoin de communauté, de recréer notre communauté, de la réinventer et puis de la nourrir pour s'assurer d'être bien entouré. Germaine, j'ai l'impression que au centre de tout ce que tu dis, il y a vraiment un dénominateur commun, comme quelque chose qui t'anime et qui te fait regarder plus loin que le problème ou plus loin que l'épreuve de l'être humain que tu accompagnes. Est-ce que tu dirais que ta foi change quelque chose dans ta manière d'aborder la souffrance et d'aborder le soin? Alors, bien sûr qu'on appréhende l'autre autrement. La personne, c'est une personne. Il peut avoir ce qu'il veut, il peut avoir fait ce qu'il veut. Pour moi, Jésus, il est mort pour cette personne. Et il est ressuscité pour cette personne et il est d'accord de lui offrir une vie pour l'éternité avec lui. Donc, pour moi, je le vois en tant que quelqu'un avec qui je pourrais vivre l'éternité avec aussi. Donc, la souffrance, c'est important de faire attention. Moi, je suis, par mon vécu personnel, pour arriver à cette foi en Dieu, à travers Jésus, ma priorité, c'est de savoir où est-ce qu'il va passer l'éternité. Parce que pour moi, j'ai travaillé en réa. Quand j'ai fait mon école d'infirmière, juste après, j'ai travaillé aux soins intensifs, en réanimation, respiratoire. Donc, on avait le SAMU qui nous amenait les gens en Suisse. Là, on était là, ranimés, pouf, voilà. Puis je me disais, mais Germaine, à quoi ça sert de réanimer? Alors certaines personnes étaient contentes, hein, je ne dis pas, mais si on peut pas leur offrir plus, quoi, parce que peut-être que demain ils ont un accident. Pour moi, je trouvais quand même que c'était aléatoire. C'était une réanimation pour un temps indéterminé. Et donc pour moi, ça c'est ma base. Je suis d'accord de soigner le corps, l'âme, l'esprit. Donc, pour moi, je ne dissocie pas que l'être humain, il est un. Et quand j'ai des gens en difficulté, je leur demande toujours, alors plus maintenant parce que j'ai pas le temps, parce qu'en césarienne, je fais la césarienne, puis après, elle va en salle de réveil, puis je la vois plus, la patiente. Donc, elle arrive en urgence, tac, 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 boum, 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 puis elle repart, donc voilà.
Mais quand j'étais dans les services, je leur demandais toujours, mais est-ce que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter? Et puis je leur demandais, et spirituellement, est-ce que vous avez de l'aide ou pas? Qu'est-ce qui vous aide, quoi? Parce que pour moi, d'être en bonne santé, il faut un objectif dans notre vie. Si notre vie, c'est de juste avoir une belle maison, et puis d'avoir un bon travail, et puis d'avoir une famille qui va bien, ça me suffit pas, parce que personnellement, je vois les conséquences sur les enfants actuels de cette manière de penser. Parce qu'on met un poids sur les épaules des enfants qui est énorme, puisqu'ils doivent répondre à ce que papa, maman met comme espérance dedans, puisque ce papa et cette maman, ils ont réussi le travail, ils ont la maison, et ils ont décidé d'en avoir un ou deux, donc ou on en a éliminé, ou parce qu'ils n'étaient pas au bon moment, ou voilà, et quand on a décidé de l'avoir, s'il vient, ben, tant mieux pour les parents. Moi, je peux pas dire tant mieux pour l'enfant, toujours, parce que on attend à ce qu'il réponde à quelque chose. Donc pour moi, la foi va au-delà de ça, parce que d'office, c'est pas une fin en soi, la vie sur cette terre. Elle commence là, physiquement, psychiquement, émotionnellement, mais aussi spirituellement. En tout cas, tu sembles mettre en parallèle l'importance de vivre la vie et puis d'avoir une vision pour cette vie et l'importance de reconnaître la mort qui viendra de toute façon un jour et de pouvoir en parler. C'est peut-être pas nécessairement l'épisode de Sagesse et Morito le plus fun qu'on ait fait, mais en même temps, pour parler des choses fun, il faut aussi sûrement avoir les clés pour parler des choses un peu moins fun, parce que il y a tous ces ingrédients dans le grand Morito qu'est la vie. Mais en tout cas, on va arriver à une conclusion pour cet épisode. Merci beaucoup Germaine pour toutes tes idées, pour toutes tes pistes aussi, pour pouvoir vivre toutes les épreuves et tous les défis de la vie en mettant des mots dessus. Et moi, j'ai été énormément confrontée de plein de manières dans tout ce que tu as dit. Je pense par exemple le travail comme fuite. Je me suis dit, Léa, aurais-tu besoin de faire un petit check-up sur comment tu gères ton emploi du temps pour oublier de regarder certaines choses en face? J'espère que pour vous, les auditeurs, il y a eu peut-être une chose ou l'autre qui a pu vous parler, vous interpeller. En tout cas, n'oubliez pas, vous pouvez réagir, vous pouvez partager vos commentaires et poursuivre la discussion avec nous. On se retrouve sur imagodei.fr et n'hésitez pas aussi à partager cet épisode autour de vous. En tout cas, merci beaucoup JC, merci beaucoup Germaine et merci à vous, chers auditeurs. Merci à chacun et merci aux auditeurs. Voilà. Que Dieu les bénisse. Je ne peux pas dire autrement, moi. Il faut que je te bénisse comme ça. Allez. Merci, Germaine. Merci. It is like a finger pointing away to the moon. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Sagesse et Morito. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, retrouvez-nous sur toutes vos applis de podcast préférées et sur les réseaux sociaux. Et pour rejoindre la conversation, rendez-vous sur imagodei.fr.